C'est parfait. On commence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation aujourd'hui pour le webinaire Label et certification RSE organisé donc par la métropole européenne de Lille. Donc, comme vous le voyez, ça va durer 1 heure et demie, un programme assez dense qu'on détaillera juste après. Et puis, des liens qui vous sont donnés ici, à la fois pour le contact avec donc, Karine Mott qui va introduire ce webinaire, donc porté par le service grand compte de la métropole européenne de Lille, et puis le lien qui est donné ici, mais qui sera donné également à la fin du webinaire, sur lequel vous pourrez retrouver à la fois le support utilisé ce jour pour le webinaire, le replay et aussi les éléments de réponse aux questions sur lesquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Karine, je vous laisse la main. Oui, alors juste un mot rapide pour ouvrir ce webinaire qui sera le dernier événement de l'année organisé dans le cadre de la stratégie Grands comptes et comptes clés du pôle développement économique et emploi de la métropole de Lille. Tout d'abord, un grand merci pour l'intérêt que vous avez porté à nos événements, des événements sur la transition environnementale qui est un des sujets prioritaires de notre direction. Et puis, un grand merci à tous nos intervenants aujourd'hui. Pour ce dernier événement, nous avons choisi de vous présenter 5 possibilités de vous engager et d'accélérer vos transitions avec des structures, des labels, des certifications incontournables. Alors bien sûr, ils ne sont pas exhaustifs, il en existe bien d'autres. Je pense notamment au label RSE Positive Company qui a été obtenu aussi par plusieurs entreprises métropolitaines. Alors, comme l'a dit Louis, le webinaire sera disponible très rapidement en rediffusion via le site internet transitiondurable.lillemétropole.fr où vous avez aussi accès à d'autres webinaires, notamment sur la mobilité ou le plan climat-énergie qui ont été diffusés précédemment. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec un nouveau programme d'événements dédié qui vous sera communiqué début 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Donc, comme je le disais, on va avoir un contenu assez dense aujourd'hui, avec un premier temps d'illustration de l'engagement d'une entreprise, donc BL Evolution, que je représente et que Mélissa Poutrin, qui m'accompagne aujourd'hui, représente également, et présentera donc à la fois la structure puis son lien avec le lien avec le label Bicorp et puis le fait qu'on soit société à mission également. De manière à faire une bonne transition sur la première partie qui portera donc sur ce label Bicorp et la démarche société à mission. On aura du coup 2 présentations respectives de Climène Koechlin, responsable développement à Big Corporation, et Anne Heinz, responsable RSE chez Axis Conseil, qui nous parlera de la démarche société à mission. Sur ces présentations, on aura du coup le témoignage d'une entreprise, à savoir Anaïc, en la personne de Coralie Paris, donc, qui est engagée sur ces démarches. Ensuite, on a un deuxième volet, donc sur la démarche convention des entreprises pour le climat, qui nous sera présenté par Angélique Lemaire. Et on aura un témoignage du coup de l'entreprise, de la société Tikamoon, en la personne de son dirigeant, donc Arnaud Van Poppereng. Et enfin, nous terminerons ce webinaire sur des labels là purement RSE, donc à la fois sur le label engagé RSE de l'AFNOR et la démarche en lien avec le label Lucie 26000, présenté respectivement par Olivier Graffin de l'AFNOR et puis Adèle Poujol, chargée de développement au sein de Lucie 26000. Et enfin, on terminera comme on a fait depuis le début, présentation puis témoignage d'une entreprise, cette fois-ci d'une structure, donc en la personne de Philippe Sangara, responsable RSE, donc au service de santé au travail de la région. Vous l'aurez compris, on a un contenu dense et donc on a fait le choix de concentrer les temps de questions-réponses en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire. On ne vous entend plus. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Bien. N'hésitez pas, donc comme je disais lors des présentations successives, de poser vos questions directement dans l'encart dédié et nous y répondrons du coup à la fin du webinaire. Merci beaucoup. Je passe la main du coup à Mélissa. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Mélissa Poutrin, chef de projet au sein de BL Evolution, qui est un cabinet de conseil en transition écologique, une coopérative qui a été créée depuis il y a maintenant
un certain nombre d'années, qui compte une centaine de salariés. Donc on s'est dit que c'était un bon exemple finalement pour illustrer le parcours que peut avoir notamment une TPE-PME en matière de RSE, puisque de notre côté, nous avons, dès la création de l'entreprise, inscrit notre raison d'être dans les statuts, donc la raison d'être que vous voyez en bas du slide, puisque nous souhaitions vraiment porter un projet d'entreprise engagée. Et donc, c'est ce que nous avons fait en inscrivant cette raison d'être dans nos statuts directement. Et donc, petit à petit, au fil du développement de l'entreprise, on a voulu renforcer en fait cette démarche de responsabilité en s'engageant dans le label B Corp en 2017 et en devenant en 2022 société à mission, ce qui a permis d'acter finalement le fait que notre raison d'être soit inscrite dans nos statuts. Et nous sommes devenus société à mission en ajoutant au-delà de cette raison d'être 4 objectifs que vous retrouvez ici. Donc, engager une transformation à travers les prestations réalisées, puisque nous sommes un cabinet de conseil et notre levier d'action pour la transition écologique, c'est avant tout les prestations que nous réalisons. Nous avons un deuxième impact de maîtriser l'impact carbone des déplacements, puisque c'est notre principal poste d'émission de gaz à effet de serre. Donc, nous avons fixé un objectif d'atteindre 1 tonne de CO2 émis par personne et par an au sein de l'entreprise. De rester une entreprise inclusive en intégrant, en recrutant des personnes avec des profils variés, des parcours qui sont assez diversifiés, et informer et sensibiliser pour un développement durable, puisque nous souhaitons sensibiliser non seulement nos clients, mais aussi toutes les autres parties prenantes qui peuvent exister et s'informer sur ce que nous faisons. Donc, nous avons également créé un comité à mission, comme vous avez pu le voir ici, un comité de mission sur lequel vous allez pouvoir revenir juste après et valider cette démarche de société à mission en 2022. Donc voilà, un exemple de petite entreprise qui a su progresser et vraiment déployer la responsabilité sociétale au cœur de l'entreprise avec les années. Merci beaucoup Mélissa du coup de cette présentation et de ce témoignage qui fait une bonne transition pour la partie du label B Corp et société à mission pour lequel on aura également un témoignage donc de la société Anaïc. Dans un premier temps, donc, je laisse la main à Climène Koechlin de B Corporation pour nous présenter le label B Corp. Merci Louis. Alors, eh bien justement, pour vous parler du mouvement, je vais commencer par faire une petite rectification. Et si tu peux passer directement à la slide suivante, Louis. B Corp, c'est bien plus qu'un mouvement. Enfin, c'est bien plus qu'un label puisque c'est aussi un mouvement. Et donc, je vais utiliser quelques acronymes. Alors, c'est un peu compliqué et Louis, c'est également du coup un petit peu emmêlé. En fait, le B Corp, c'est le nom du label. On met entreprise B certifiée. C'est pas une certification, mais c'est la traduction internationale qui a fait que le logo, c'est entreprise B certifiée. Donc, B Corp, le nom du label, c'est la marque. Et Bilab à côté, c'est le nom de l'ONG. Donc, moi, je travaille pour l'ONG Bilab qui porte le mouvement B Corp. Et puis, un terme que je vais beaucoup utiliser, c'est le BIA, c'est le B Impact Assessment, c'est l'outil de mesure d'impact qui sert pour développer ce mouvement et aider les entreprises. Alors, d'où part ce mouvement ? Tu peux avancer, Louis. Au départ de ce mouvement, qui n'est pas né du mouvement des normes et des labels, il y a 3 entrepreneurs. C'est les 3 messieurs que vous voyez sur cette slide qui avaient une entreprise de matériel d'équipement de basket qui s'appelle End One. Et quand ils l'ont vendu pour passer à un autre projet, ils se sont rendus compte très rapidement que les nouveaux propriétaires de leur entreprise ont fait voler en éclats toutes les valeurs sociales, environnementales, sociétales de leur entreprise pour passer sur une façon de travailler avec un objectif de retour financier à très court terme. Et donc, c'est en réaction à cela qu'ils ont arrêté ils avaient prévu de faire
une année sabbatique pour justement réfléchir à un nouveau projet entrepreneurial. Leur sabbatique s'est arrêté au bout de quelques mois et ils ont décidé de lancer le mouvement Bicorp avec une idée, c'est que justement, ils ne voulaient plus de cette économie actionnariale. Tu peux avancer, Louis. Qui est plutôt basé sur le court terme, le mode extractif et exclusif, pour promouvoir l'idée d'une économie partenariale au service de toutes les parties prenantes de la société, compris l'environnement, c'est-à-dire donc par opposition à la précédente, plus long terme, plus régénératrice et plus inclusif. Donc, le label Bicorp qu'ils ont lancé, il est très holistique et donc il est effectivement à une organisation, ce qu'un label Fairtrade ou organique peut être à un produit. Il va s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise. Il va reposer sur 3 choses. 3 piliers qui vont apparaître dans la slide d'après. Moi, j'aime bien commencer par le deuxième pilier, c'est l'engagement, puisque les entreprises Bicorp modifient leur statut. Et je vais faire un petit focus juste après là-dessus. La performance, c'est une fois qu'on a inscrit une raison d'être sociétale, encore faut-il prouver son impact. Que la performance, c'est que les entreprises, pour être Bicorp, doivent, après avoir rempli un questionnaire, démontrer un score suffisamment important pour prétendre à la certification Bicorp. Et puis la transparence, puisque les entreprises Bicorp vont publier, une fois qu'elles sont certifiées, leur rapport de transparence et le score obtenu d'impact obtenu à l'audit. Ça, c'est ce qu'on voit sur l'écran de droite. On voit le score d'une entreprise et ensuite, si l'on va sur les différents onglets, gouvernance salariée, etc., on peut avoir au total les 25 indicateurs principaux de cette entreprise. Donc, vous pouvez par exemple consulter le score en ligne de toutes les Bicorp sur le site de Bicorp. Alors, un petit focus sur l'engagement juridique. Pour pouvoir être Bicorp, les Bicorp doivent modifier leur statut. Et donc, notamment dans la rubrique objet social, inscrire cette phrase: la société entend générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités. Donc ça, toutes les Bicorp, elles vont inscrire c'est au sens de la loi Pacte, cette phrase vaut pour raison d'être. Elles peuvent évidemment en plus, et on en parlera après, et peut-être que Coralie pourra l'expliquer, elles peuvent être en plus société à mission. Ces différences, ça s'articule très bien ensemble. Et puis, il y a un autre paragraphe qui indique que les dirigeants doivent prendre en compte les conséquences sociétales de leurs décisions sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment démontré clairement dans le marbre de l'entreprise, l'engagement de l'entreprise à générer un impact pour la société, ou dit autrement, contribuer à l'intérêt général. Donc l'autre pilier, c'est la performance. La performance, c'est démontrer son impact. Pour démontrer son impact, on utilise le BIA, donc le B Impact Assessment. C'est un outil d'évaluation qui est gratuit. Il est également, il s'adapte en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise et de son marché géographique. L'accessibilité, c'est au sens qu'il est gratuit. Objectif, en fait, il va poser pas mal de questions, soit sur des chiffres, soit sur des normes et des critères qui existent déjà, des chartes, etc. Il est positif dans le sens où, en fait, les entreprises, quand elles ouvrent leur questionnaire, elles ont 0 point, et plus elles répondent aux questions en montrant sur chaque question leur niveau d'engagement, plus elles vont gagner de points.
Et puis, il est inspirant puisque les questions se présentent sous forme de questions à réponse à choix multiples. Et donc, toutes les réponses qui sont proposées sont autant d'idées, de bonnes pratiques à mettre en place dans l'entreprise. Le questionnaire peut aller en fonction des entreprises jusqu'à 300 questions. Alors, que mesure le B-Impact Assessment? Il est composé de 2 parties. Le risque est évalué, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation. Ces questions-là servent à vérifier que l'entreprise n'opère pas dans une industrie sensible ou n'a pas de pratiques sensibles. Les questions ne sont pas notées, mais elles peuvent entraîner potentiellement un risque d'inéligibilité ou d'exigences supplémentaires pour obtenir la certification B Corp. Et puis l'autre partie du questionnaire est la plus importante, c'est l'impact qui est noté. Ce questionnaire va se diviser en 5 grands domaines d'impact: la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients. Donc là, vous voyez les questions. Alors, si tu peux juste revenir en arrière 3 secondes. Je voulais juste dire que ce qui fait la particularité un peu de ce questionnaire, parce que les thématiques sont assez classiques, vous les retrouvez souvent. Ce qui est la particularité du B-Impact Assessment, c'est que transversalement à ces 5 domaines d'impact, il y a 2 types de questions qui sont posées. Les impacts opérationnels, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise opère au jour le jour, et ça concerne toutes les entreprises. Et puis, et ça, c'est vraiment la particularité, ce qu'on appelle les modèles d'affaires impact. Donc, le modèle d'affaires impact, c'est vraiment ce qui est intégré dans l'entreprise avec l'objectif de générer un impact, soit via son modèle son offre de produits et services, soit via la façon dont elle s'est structurée. Alors, si effectivement on avance, on va voir les thématiques sur les questions opérationnelles qui sont posées dans les 5 grands domaines d'impact. Donc là, je ne vais pas tous vous les lire, mais vous voyez, ce sont des thèmes assez classiques que l'on retrouve dans beaucoup de normes et de certifications. Et puis, si on ajoute les questions modèles d'affaires impact, elles vont apparaître si tu peux avancer, Louis, elles vont apparaître en gras sur cette slide. Donc, en grisé, en haut, vous retrouvez les questions opérationnelles. Et puis, en bas, ce qui s'ajoute en gras, c'est ce qu'on appelle les modèles d'affaires impact. Donc, les modèles d'affaires impact, ils se concentrent beaucoup sur la partie environnement et client. Et ce sont principalement des modèles d'affaires impact sur les produits, sur l'offre de l'entreprise. Donc, par exemple, un produit qui va contribuer à la meilleure santé et bien-être des populations, ou alors sur l'environnement, la sauvegarde du sol et de la faune. Et puis, en dehors de l'offre de services, l'entreprise, elle peut aussi avoir structuré sa démarche de recherche d'impact via la façon dont elle est organisée. Ça peut être, par exemple, dans la partie collaborateur, le modèle d'affaires emploi de personnes éloignées de l'emploi. Ça va être le cas d'une entreprise qui a peut-être un produit lambda, mais qui, pour la réalisation de son activité, a un programme de mise à l'emploi de personnes qui en sont chroniquement éloignées, avec un programme de formation à l'appui. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant dans le B-Impact Assessment, c'est à la fois cette vision, la politique RSE classique d'un côté, et puis la politique d'impact, quel est l'impact généré par l'entreprise. Donc, cet outil, il est connecté aux objectifs de développement durable, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a rempli le B-Impact Assessment peut basculer sur un outil qui va être déjà pré-rempli. Cet outil s'appelle SDG Action Manager. C'est une collaboration avec le Pacte mondial des Nations Unies pour aider les entreprises à comprendre quelle est leur contribution aux 17 ODD.
Je vais très rapidement parce que je pense que c'est plus intéressant d'entendre le témoignage de Coralie. Ça, c'est quelques chiffres qui vous donnent une idée de la communauté Bicorp dans le monde et en France. Ce que vous devez noter aussi, c'est le chiffre d'organisations qui utilisent le BIA. Et d'ailleurs, je m'aperçois que mes chiffres ne sont pas tout à fait à jour, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Comme l'outil est gratuit, il est énormément utilisé comme outil d'évaluation. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir quelques exemples d'entreprises certifiées. Alors, dans la colonne de gauche, j'ai mis plutôt des marques internationales et certaines, vous connaissez certainement les noms. Au milieu, ce sont des Bicorp sur tout le territoire français. Et puis à droite, ce sont plutôt des Bicorp Hauts-de-France. Donc, ça vous permet de voir qu'en fait, cette certification aujourd'hui va toucher non seulement des pays, enfin des entreprises dans le monde entier, mais tout secteur d'activité et toute taille d'entreprise. Donc, les entreprises qui deviennent Bicorp ou qui utilisent le BIA pour s'évaluer cherchent aussi la communauté. La communauté est très active et sert beaucoup les Bicorp justement dans leur chemin de progression, puisque une fois qu'une entreprise a obtenu la certification Bicorp, le but c'est pas la certification Bicorp, c'est se mettre dans une démarche de progrès continu. Et donc toutes les activités que nous organisons pour les Bicorp et avec les Bicorp servent cet objectif. Et puis à droite, et puis vous avez la petite déclaration d'interdépendance de Bicorp qui apparaît. Je ne reviens pas dessus et je pense que de toute façon, vous aurez les slides après. De la même façon que nous organisons un call tous les jeudis matins pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, pour terminer très rapidement, juste dire que notre objectif, c'est vraiment de participer à un mouvement global de transformation de l'économie, raison pour laquelle nous avons des initiatives pour toucher le monde de l'enseignement supérieur, Bi-Academy, accompagner les territoires avec notre programme CityScanB qui est plutôt international, et puis équiper les consultants et les entreprises sur l'utilisation de l'outil B-Impact Assessment avec notre formation B-Leader qui va donc faciliter l'accès à l'outil BIA. Et notre organisation, pour finir, donc B-Lab, avec deux entités principales. L'une qui va développer et porter la voix du mouvement, le B-Lab Global Network que vous voyez en bas, avec les déclinaisons grandes régions géographiques, les points verts, et puis ensuite les petits points bleus, ce sont les pays. Et donc nous, B-Lab France, nous sommes rattachés à B-Lab Europe qui est rattaché au B-Lab Global Network. Et puis de l'autre côté, il y a l'équipe qui est en charge des standards et de la certification. Donc ça veut dire que les deux activités sont bien séparées. Une se concentre sur les standards et les exigences de certification et l'autre sur le développement du mouvement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Louis. Merci beaucoup, Climène, de cette présentation très claire de Bicorp. Sans plus attendre, du coup, je laisse la main cette fois-ci à Anne Haynes qui va nous présenter la démarche société à mission. Oui, bonjour, Anne Haynes. Je travaille chez Axis Expert Conseil Axodit du groupe PKF Arcelon et j'interviens à 2 titres. Axis Expert Conseil et Société à mission depuis juin 2021 et nous sommes aussi accrédités par le COFRAC pour faire des audits de société à mission. Pour commencer, un petit rappel, Climène a parlé des statuts, modifier des statuts. La réglementation, en fait, est venue introduire l'obligation dans le Code civil pour toutes les entreprises, en fait, de tenir compte, de prendre en considération, en fait, les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Et donc, d'analyser ces risques et de le traduire dans leur rapport de gestion et dans leurs décisions. Ça, c'est le premier niveau. Un deuxième niveau,
qu'on trouve aussi dans le Code civil, c'est la possibilité d'ajouter une raison d'être dans les statuts pour préciser son projet collectif à long terme, dans le cadre de Bicorp ou dans un autre cadre. Et enfin, la troisième étape qui est venue avec la loi Pacte de 2019, c'est la possibilité pour les sociétés de prendre la qualité de société à mission, c'est-à-dire d'inscrire dans leur statut non seulement une raison d'être, mais aussi des objectifs statutaires. Alors, il y a 4 piliers fondamentaux de la société à mission. D'abord, la mission. Donc, c'est quoi la mission? C'est la raison d'être de l'entreprise et comment elle se traduit en objectifs statutaires. Cette mission, elle prend en compte en fait les impacts de l'entreprise sur son environnement et aussi de l'environnement sur l'entreprise. Et donc, c'est un vrai questionnement au cœur de l'activité de l'entreprise. Et une entreprise qui a bien défini sa mission, cette mission, elle va avoir un pouvoir de transformation. Donc ça, c'est une boussole importante et c'est vraiment l'entreprise qui va définir avec ses parties prenantes, internes et externes, comment est-ce qu'elle décline sa mission, sa raison d'être et ses objectifs statutaires. Donc derrière ça, non, il faut remonter un cran avant. Oui. Derrière ça, il y a des engagements. Donc l'entreprise prend des engagements. Et derrière cette grande liberté, en fait, de définir sa mission et ses engagements, il y a un double contrôle pour permettre, en fait, aux tiers, à toute personne extérieure, disant que l'entreprise, en fait, s'engage sur tel et tel type d'action, s'assurer qu'en fait, elle va bien exécuter ses engagements. Donc, le premier suivi est fait en interne par un organe qui est un comité de mission constitué avec un salarié et d'autres parties prenantes, internes ou externes, comme on le souhaite, ou quand l'entreprise est petite, il peut y avoir uniquement un référent de mission. Et le rôle de ce comité de mission ou de ce référent de mission, c'est de réaliser un rapport tous les ans qui va être présenté à l'Assemblée générale qui approuve les comptes sur justement la réalisation de ces engagements, comment se décline cette mission. Il y a un deuxième volet de contrôle qui est fait par un organisme tiers indépendant qui intervient tous les 2 ou 3 ans en faisant un audit et en établissant un rapport, un avis qui est public et qui doit être sur le site internet de l'entreprise. Voilà. Donc, on peut changer de slide. Voilà. Donc, ce comité de mission, en fait, il est différent des organes de gestion. Il n'intervient pas dans la gestion. Il se contente de suivre l'exécution de la mission. Il peut, si l'entreprise le souhaite, apporter un questionnement stratégique. C'est vraiment un élément très riche que propose en fait cette réglementation sur la société à mission. Quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est de se permettre d'avoir un comité de mission bienveillant avec des personnes extérieures ou des personnes internes qui viennent questionner en fait la stratégie de l'entreprise. Et l'organisme tiers indépendant, donc qu'est-ce qu'il fait comme travail l'organisme des tiers indépendants? Il va vérifier qu'on a une bonne cohérence entre l'activité de l'entreprise et la raison d'être et les engagements statutaires qu'elle a pris. Il va aussi vérifier que cette mission que s'est donnée l'entreprise, elle se décline de manière opérationnelle aussi de manière cohérente. Qu'on a des vrais leviers pour réaliser cette raison d'être et ces engagements. Ensuite, elle va évaluer les informations qui sont déclarées et elle va conclure pour dire est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre sont adéquats et cohérents et est-ce que les résultats sont atteints. Et donc, elle conclut sur l'exécution ou non pour chaque objectif opérationnel. On peut passer à la slide suivante. Donc, c'est important de bien traduire en fait sa mission, donc
qui va être dans les statuts sous forme de raison d'être et d'objectifs statutaires. Les objectifs statutaires, c'est des objectifs qui sont à moyen terme, parce qu'on ne change pas ces statuts tout le temps, mais qu'on va décliner de manière opérationnelle. Et donc, c'est important d'avoir ces objectifs opérationnels qui ensuite sont déclinés en action. Quand vous avez un contrôle, c'est possible qu'il y ait des actions que vous n'ayez pas réalisées, mais on va aller regarder globalement l'ensemble des objectifs, que chaque objectif opérationnel contribue bien à l'objectif statutaire et qu'on a bien des moyens et des résultats qui sont cohérents et qui sont probants. Voilà. Donc, c'est important aussi d'avoir des preuves à apporter. Donc, vous voyez, on a un dispositif qui est très libre parce que l'entreprise peut définir complètement sa mission, sa raison d'être, ses objectifs statutaires, mais avec un double système de vérification. Donc là, c'est pour vous rappeler rapidement le calendrier. Donc, vous voyez bien que vous avez le rapport de mission qui est produit par le comité de mission ou le référent de mission, à chaque fois présenté à l'approbation des comptes, et l'intervention de l'audit par l'OTI qui a lieu tous les 18-24 mois ou 24-38 mois suivant la taille de l'entreprise. Enfin, pourquoi en fait on peut choisir d'être une société à mission? Parce qu'on a envie de se fixer un cap qui intègre les enjeux socio-environnementaux. Parce qu'en fait, on a envie de sécuriser des fondamentaux. On sait que la gouvernance peut changer parce que le dirigeant se dit je vais peut-être faire rentrer d'autres personnes, je vais peut-être avoir à céder mon entreprise. Et je souhaite en fait sécuriser ces fondamentaux qui sont essentiels pour moi. Ça peut servir aussi de marque employeur. La société à mission est vraiment l'occasion vraiment de mobiliser les parties prenantes. Et donc, dans l'ensemble des projets, dans le déploiement en fait de ces missions et de ces objectifs opérationnels et de ces actions. Et donc, ça a un impact sur la marque employeur. Ça permet de rendre visibles ces engagements, puisqu'on a ce double contrôle qui est fait. Et puis, ça permet en fait de se transformer et d'innover, parce que comme je vous ai dit, cette mission, c'est une vraie boussole. Ça veut dire qu'en fait, en comité de direction, quand il y a des décisions à prendre, la mission, elle est questionnée régulièrement en disant est-ce qu'on est bien aligné sur notre mission? Non, on n'est pas aligné sur notre mission. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça permet vraiment d'élargir en fait le questionnement stratégique et ça aide l'entreprise à se transformer et à s'innover. Et enfin, pour terminer, je voulais vous partager comment ça s'était passé pour nous, Axis Expert Conseil. Donc, on a un ancrage dans la RSE qui est ancien. On a été labellisé Lucie ISO 26000. Vous en entendrez parler tout à l'heure pendant 6 années. On s'est aussi engagé dans une démarche bas carbone avec l'ADEME, avec la démarche acte par pas. Et on a choisi, en retour du confinement, on voulait avoir une démarche qui soit positive, de lancer une grande démarche collaborative pour définir notre mission. On a partagé en interne et en externe sur nos enjeux, notre vision, notre prospective. Et donc, on a défini notre raison d'être et nos objectifs statutaires. Ensuite, on a défini une feuille de route pour définir comment on allait les décliner en objectifs opérationnels et en actions. Et pour ça, nous, on a 3 grands piliers qui sont les collaborateurs, qui sont l'environnement et qui sont l'environnement dans le sens environnement climat, et puis notre engagement vis-à-vis de nos clients et notre offre client. Et donc, on a défini 3 copiles, des comités de pilotage internes, et en fait, c'est l'ensemble des collaborateurs qui contribuent et qui font avancer cette feuille de route. On a créé notre comité de mission avec des personnes qui sont parties prenantes internes, qui représentent nos différents métiers, puisqu'on fait de l'expertise comptable, de l'audit et aussi du conseil de durabilité. Donc, on a l'ensemble de nos métiers qui sont représentés dans notre comité de mission et on a des parties prenantes externes qui nous challengent et c'est vraiment très intéressant. On a fait notre audit à blanc, on a déjà fait 2 rapports du comité de mission et on est en train de faire notre audit OTI. Voilà. Merci beaucoup Anne pour cette présentation bien complète et puis pour ce témoignage d'Axis Conseil du coup dans cette démarche.
Je propose du coup de passer pour la finalisation de ce premier volet par le témoignage d'Anaïk. Et je laisse la parole à Coralie Paris. Bonjour à tous. Donc Coralie Paris, je suis directrice supply chain et RSE de la société Anaïk. Donc Anaïk, nous sommes basés à Villeneuve-d'Ascq. Anaïk date de 1973, donc pile 50 ans cette année. On est une PME donc du Nord avec 110 salariés, mais répartis en France et à l'international. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Voilà, notre activité, c'est le cadeau promotionnel, si on veut résumer en un mot très court, puisque nous sommes créateurs, donc nous créons, nous designons sur brief de nos clients des articles qui sont destinés à promouvoir l'image de la société à travers un produit physique ou même digital parfois. Ça peut être du cadeau physique tel que vous pouvez l'avoir, par exemple, quand vous achetez un coffret de parfum. Vous allez avoir une petite trousse ou un tote bag ou un article électrique électronique, un multiple savoir-faire. En fait, ce ne sont pas que des cadeaux très traditionnels, ça peut être des cadeaux très innovants. Également du packaging, c'est l'époque, vous pouvez voir dans les vitrines des calendriers de l'Avent, par exemple, avec des produits de marque. Nous, on va façonner le calendrier de l'Avent lui-même. Et puis des accessoires qui peuvent être des accessoires de beauté cosmétique, par exemple. Donc nous, notre credo, c'est effectivement plutôt produire des articles innovants et engagés. Nos équipes, elles sont réparties, comme je le disais, à l'international, donc avec une moyenne d'âge de 36,5. Nous avons des bureaux répartis un peu partout dans le monde. Donc notre PME, c'est très internationalisé, c'est depuis une dizaine d'années. Donc un bureau à New York, 2 bureaux en France, donc à Villeneuve-d'Ascq et un bureau boulevard Haussmann à Paris. Sinon Dubaï, Singapour, Hong Kong et Shanghai. Voilà, où nous, donc des bureaux qui peuvent être des bureaux commerciaux ou des bureaux également d'achat comme plutôt basés en Asie. Nous sommes une société très féminine, comme vous voyez, 85% de femmes qui est plutôt liée au produit, qui est plutôt un produit pour nos grands comptes lié à la beauté, à la cosmétique. Alors le parcours RSE d'Anaïk, il est depuis 2007 principalement, puisque notre activité, qui est une activité, on va dire plutôt marketing, nécessite pour nos clients plutôt des petits budgets. Je ne vous ai pas trop parlé de nos clients, mais si je peux vous donner un petit aperçu, le paysage en fait de nos clients, principalement les grands comptes du luxe et de la beauté, de la cosmétique, comme LVMH, Coty par exemple, Shiseido, le groupe Puig en Espagne. Des grands comptes de la distribution et du retail, ça peut être la grande distribution comme Système U par exemple, ou du retail, le groupe Beaumanoir, si je vous en cite très peu. Et ces comptes beauté cosmétique ont la particularité que pour la plupart, ils sont français, mais aussi ils sont très implantés à l'international. Donc, on peut également travailler avec les bureaux locaux de nos grands comptes français, par exemple en Asie ou par exemple à New York. Nous avons aussi des clients, évidemment, avec le bureau de New York, des clients locaux et des grands groupes cosmétiques américains. Donc, nous sommes rentrés par, on va dire, dans la RSE dès 2007, principalement parce que notre activité étant liée à des petits budgets, nous sommes un importateur, créateur-importateur de produits qui viennent plutôt d'Asie, pour 85% aujourd'hui de nos achats. Et nous avions ce souci de travailler et également poussé par nos clients dès 2007 de manière assez transparente avec nos usines et le souci de vérifier l'aspect social par des audits sociaux. Donc, c'est ce qui nous a fait rentrer directement dans le domaine de la RSE, donc par le biais des audits sociaux. Et nous avons forgé à cette époque-là notre première politique RSE. Nous sommes devenus membres également du Global Compact pour être aussi volontaires et s'engager sur ces aspects-là particulièrement.
Très vite, nous sommes arrivés, on l'a évoqué tout à l'heure, à des certifications produits qui nous ont permis de travailler nos produits sous un nouvel angle, plutôt l'angle de l'éco-design, donc travailler des matières respectueuses de l'environnement, travailler leur innovation. Et nous avons d'ailleurs constitué dès 2015 une équipe d'ingénieurs textiles en France et en Chine, de manière à aller avec nos parties prenantes, plutôt nos rangs 1, nos rangs 2, nos rangs 3, donc les fournisseurs de matières premières, aller travailler sous l'angle de l'innovation des produits beaucoup plus responsables, donc travailler à partir de matières recyclées par exemple, de matières qui étaient moins consommatrices d'eau ou avec un impact carbone moindre. Et nous sommes associés donc à des certifications produits. Donc nous-mêmes, Anaïc, nous sommes certifiés FSC, GRS, GOTS, Ecotex, et nous avons dans notre chaîne de valeur, nous choisissons évidemment en fait des acteurs qui sont également certifiés pour respecter toute la chaîne de valeur. Donc ça a été aussi un fait marquant parce que ça nous a permis aussi d'aller décrire et certifier complètement nos chaînes de valeur, alors que nous avions l'habitude de travailler plutôt avec notre rang 1, qui est un rang de confection. Et donc, nous sommes allés chercher, on va dire, des preuves jusqu'à la matière première, et ce qui nous permet aussi également de mettre en avant des allégations environnementales et de proposer à nos clients de mettre en avant justement ces impacts positifs via leurs produits. Voilà, c'est à ce moment-là également, en 2017, que nous sommes rentrés dans le référentiel EcoVadis, qui nous a permis aussi de justement beaucoup mieux consolider notre chaîne de valeur, notamment en Asie, mais pas que, un peu à travers le monde, en s'associant pour toutes nos parties prenantes à ce référentiel et en demandant à nos fournisseurs de confection, mais aussi toute la chaîne de valeur pour certains produits, par exemple recyclés, d'être référencés, de se faire évaluer EcoVadis. Et ce qui nous a permis justement de travailler avec eux dans un mode d'amélioration continue, d'avoir cette approche permanente, de vouloir faire mieux pour le scope autour de nos produits et pour de vouloir faire mieux avec nos fournisseurs, mais nos parties prenantes aussi, qui pouvaient être nos transitaires, par exemple, et de cadrer toute cette chaîne de valeur. Voilà, sous l'impulsion ensuite du dirigeant, donc je décris les choses chronologiquement, de notre dirigeant qui est Frédéric Deloy, nous avons réfléchi à l'entreprise à mission, qui pour nous, et comme ça a été très bien dit auparavant, représentait plutôt ce cap et cette boussole dont nous avions besoin pour grandir. Et en fait, comme nous, en tant que PME, nous étions justement en développement et en croissance de business, nous avions aussi envie de ne pas perdre de vue tous ces engagements que nous avions mis en route et solidifier, consolider en fait ces engagements. Et nous avons trouvé une très bonne réponse dans cet engagement que représente l'entreprise à mission. Donc nous sommes dotés d'une raison d'être qui est générer un impact positif et durable sur les personnes, la planète, dans notre secteur, donc qui est le secteur de la promotion des ventes. Donc intégrer en fait ce mouvement d'entreprise à mission, voilà, ça nous a obligés à avoir un cadre qui sont nos objectifs statutaires. Nous avons 4 objectifs statutaires. Le premier, c'est de soutenir le développement de nos produits et nos services en limitant donc les impacts négatifs sur l'environnement. Ça, c'est notre premier objectif. Le second est d'organiser l'activité en s'assurant du respect des droits et de l'épanouissement professionnel des salariés. Le troisième est d'accompagner et d'assurer la progression de l'impact social et environnemental positif de nos prestataires, puisque comme vous l'avez compris, nous travaillons, nos parties prenantes sont nos prestataires qui vont nous produire en fait nos articles, puisque nous ne sommes pas producteurs nous-mêmes, et puis les prestataires qui vont transporter par exemple nos articles également.
Et puis le quatrième est de promouvoir un comportement éthique et éco-responsable de la part de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc pour ça, c'est important également, on va dire, d'apporter à toutes les entités avec lesquelles nous travaillons aussi cet aspect d'engagement et d'éthique et de faire valoir en fait nos engagements avec nos parties prenantes et de leur expliquer tout au long du travail qu'on peut faire avec eux sur les produits, sur par exemple les transports propres, de distiller un peu cet engagement et d'être toujours dans cette optique d'amélioration continue. Donc, à travers ces 4 objectifs statutaires, nous avons écrit notre feuille de route, puis déterminé notre évaluation, donc à travers des KPI, qui sont des KPI liés à l'impact de nos produits, justement, et liés à tous ces objectifs statutaires. Donc, cette entreprise à mission en 2020 nous a permis de fixer ce cap et d'emmener l'ensemble de nos collaborateurs dans cette optique. L'aboutissement quelque part et le cadre a été également posé et nous, ça vient dans cette chronologie-là grâce à Bicorp. Là, ça nous a permis dans un second temps, après l'entreprise à mission, donc 2 ans après, d'intégrer le mouvement Bicorp. Et surtout, comme vous avez pu le constater, on est une PME qui a grandi énormément à l'international et donc d'avoir une reconnaissance internationale grâce à ce label Bicorp. Et notamment, comme notre implantation aux US est importante pour nous, d'attirer beaucoup plus des entreprises qui nous ont reconnus à travers ce label, donc plutôt des entreprises sœurs, on va dire, avec lesquelles on s'engage également à travailler pour la planète, pour l'amélioration aussi des sociales. Et ça, on le fait ensemble grâce à nos produits, en réfléchissant à nos produits et à l'impact que nos produits peuvent avoir sur la planète et les hommes. Voilà, je ne sais pas si j'avais encore une slide. Il me semble que oui. Oui, je me permets. On commence un petit peu à déborder. J'ai terminé en fait, voilà. Donc en conclusion, je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure. En conclusion, je vais juste donner notre score, puisque on a été labellisé Bicorp dès la première fois, dès notre première soumission de BIA. On a un score de 84,3 et voilà, qu'on remettra en jeu dans les 2 ans à venir. Et on est très fiers d'avoir été la première entité dans notre scope à être labellisée Bicorp. Voilà, j'espère que j'ai été assez concise et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Coralie pour ce témoignage très intéressant. Sans plus attendre, pour avoir le temps sur les autres présentations et notamment le temps de questions-réponses à la fin, je passe sans plus attendre du coup au volet 2 portant sur la démarche convention des entreprises pour le climat avec une première présentation d'Angélique Lemaire avant le témoignage de Tikamoun. Angélique, je vous laisse la main. Merci beaucoup Louis. Alors j'ai la main sur les slides, c'est ça? Non, oui. Malheureusement, je vais garder la main. Bon, pas de souci. Je vais aller assez vite sur les slides et je suis ravie en tout cas d'avoir la parole pour vous présenter la Convention des entreprises pour le climat et de voir un peu ce qui va se passer aussi sur notre territoire pour accélérer un peu tous nos enjeux de transition écologique. Bon, Louis, tu peux y aller pour les slides. Ça, c'est moi. Donc, je suis coach facilitatrice. Ça, c'est ma casquette dans la vie et dans la Convention des entreprises pour le climat. J'y suis depuis sa naissance en 2021. Ça a été créé en 2021. Suite à la Convention citoyenne pour le climat qui avait été une commande plutôt de l'Élysée, de réunir des citoyens autour d'un parcours de plusieurs sessions pour soumettre 100 propositions politiques qui allaient pouvoir découler pour se saisir effectivement des enjeux sur la planète, des enjeux sociaux. Et suite à cette Convention citoyenne pour le climat, la Convention des entreprises est née en se disant qu'aussi que le monde économique devait se saisir davantage un peu de tout ce qui se passe sur la planète. Et comme vous pouvez le voir un peu sur cette slide, c'est de se dire qu'effectivement, il y a des changements fondamentaux en cours à toutes les échelles parce qu'il y a une réponse à une urgence écologique et un rythme et une ambition de ces changements structurels. On l'a vu récemment avec la COP28 qui a été assez décevante et c'est de se dire, et tu peux passer peut-être à la slide suivante, c'est de se dire qu'en fait, tout ceci ne suffit pas.
Souvent, la Convention, on parle un peu du triangle de l'inaction. On se renvoie la balle parfois avec les politiques, les entreprises, les citoyens pour nous responsabiliser les uns les autres sur ce qui se passe sur la planète et ne pas vouloir s'en saisir. Et donc, à ce moment-là, la Convention des entreprises pour le climat est née un peu de ces deux constats, hein, l'urgence climatique, l'effondrement du vivant et cette inaction. Du coup, tu peux avancer. Et la question qui se pose là à vous et à tout décideur économique, c'est d'investir du temps, de l'énergie, de la coopération pour comprendre les limites planétaires et penser à repenser son modèle économique. Alors, la CEC, notre ambition, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une succession de séminaires, c'est vraiment l'ambition, c'est d'accompagner un collectif de dirigeants via une transformation qui va se passer personnellement, intérieurement, mais aussi de son modèle d'affaires dans le cadre, et on va remettre ça dans le cadre des limites planétaires. Donc, on est vraiment une succession de sessions, de rencontres aussi avec des experts, des scientifiques, le GIEC, afin d'être dans un vrai mode de compréhension de tous ces enjeux-là, mais aussi de créer du mouvement et de la mise en action derrière. Alors, notre raison d'être, c'est celle-ci, c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030. Et peut-être pour faire un pont aussi avec le temps d'échange que vous avez là sur les labels, les certifications, le régénératif, c'est un peu la marche la plus ambitieuse pour un modèle d'affaires. Vous avez, dans les modèles d'affaires, vous avez ceux qu'on appellera plutôt business as usual, ben voilà, ceux qui vont concentrer leur pérennité sur la maximisation de leurs profits et qui vont peut-être aussi juste se conformer aux lois. Et puis, vous avez des modèles d'affaires RSE, voilà, responsables, qui effectivement suivent de belles réglementations, vont un peu plus loin et intègrent tous les principes de la RSE. Et ça, c'est top. Et puis, vous avez les contributifs, comme nous venons d'entendre juste avant, un beau modèle d'affaires contributif. On va au-delà des réglementations. On va aussi être beaucoup plus dans une ambition sociétale et on va aller au-delà de tout ça. La quatrième marche, c'est le régénératif. Et le régénératif, il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, on va être dans une grande logique de coopération pour le vivant, d'être complètement conscient de son lien au vivant, qu'on soit une activité en lien direct ou plutôt éloignée avec le vivant, c'est comment on en prend soin dans la globalité. Ce lien au vivant, il est aujourd'hui très coupé. On est plutôt dans une tendance à vouloir réduire ses impacts négatifs. Mais si je réduis mes impacts négatifs, plus mes impacts négatifs, on reste dans le négatif. Et je crois que notre planète aujourd'hui a besoin d'impacts positifs. Et c'est là où le régénératif intervient. On ne restaure pas, on ne répare pas, mais on régénère complètement les conditions du vivant. Et donc, on a créé un parcours pour aller comprendre tout ceci et puis voir un peu comment ça se joue dans les modèles d'affaires. Et donc, 2 ans après sa création, voilà, moi je suis arrivée du coup en 2021 comme coach de dirigeants du parcours. Hein, voilà, nos dirigeants sont à la fois accompagnés par des experts, des scientifiques, voilà, de tout domaine, qui intègrent complètement à la fois les limites planétaires, mais aussi tout ce qui tourne autour des outils du régénératif. Il y a un accompagnement de coach en fait de dirigeants pour l'écriture d'une feuille de route qui va se saisir de ces enjeux-là, mais aussi un accompagnement personnel parce que c'est pas toujours évident. Hein. Quand on prend une claque climatique et qu'on se dit waouh, cette vision 360 des enjeux n'est pas évidente à gérer, ben voilà, il y a un vrai accompagnement derrière. 2 ans après, aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, il y a 1000 dirigeants partout sur le territoire français qui ont suivi un parcours et on va dire même 700 entreprises qui ont vraiment engagé une transformation. Vous avez beaucoup de chance après d'écouter Arnaud qui a vécu le premier parcours national et qui témoigne aujourd'hui d'une feuille de route à visée régénérative passionnante. Donc voilà, c'est autant de collaborateurs, autant de projets coopératifs qui sont nés à l'échelle des territoires. Donc, vous avez eu la première CEC nationale et on a fait des bébés sur les territoires en 2023, en Provence, sur le bassin lyonnais et l'Alpe, sur l'Ouest, et puis aussi des CEC qui vont être un peu plus thématiques. J'ai été pilote et responsable de la convention des entreprises du conseil, c'est-à-dire qu'on va aussi créer des parcours pour des métiers qui ont un enjeu très fort. Alors pour le métier du conseil, c'était vraiment l'influence des politiques, l'influence de leurs clients et que c'est un métier qui doit se transformer et comprendre comment accompagner au mieux demain leurs clients. Et donc, du coup, on s'est dit, dans les Hauts-de-France, en 2024, on a aussi envie de faire un parcours.
Du coup, Louis, tu peux peut-être avancer. Donc oui, ça, c'est effectivement à la CEC, on a beaucoup de partenaires hein, qui nous suivent et qui nous soutiennent, des partenaires qui viennent aussi challenger les dirigeants. L'ADEME est notre plus gros partenaire, mais on a aussi Bouygues, Shift Project, AXA Climate, beaucoup de partenaires qui sont là pour garantir un peu que ce qui se passe est réellement à visée régénérative, mais aussi pour venir vous rencontrer, vous challenger. Et donc là, je pense qu'on va être un peu plus sur le parcours des Hauts-de-France. Ouais. Alors, dans les Hauts-de-France, on veut démarrer un parcours en mars 2024 qui va s'étendre jusqu'en janvier. On est sur 6 sessions et on recherche un collectif de 80 entreprises, institutions sur tout le territoire et on veut une grande diversité. Notre ambition, effectivement, cette diversité d'entreprises, d'activités, de taille, de personnalités, d'hommes, de femmes, va créer vraiment un puissant pouvoir de coopération. C'est à l'image de la nature. Hein. La nature nous dit, plus il y a de diversité dans un écosystème naturel, et moins il y a de vulnérabilité, et plus il y a de production et de performance. Nous, cette diversité-là, on l'avait aussi sur notre territoire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours qui s'organise en 6 sessions, et vous avez toutes les informations sur le site de la CEC qui explique un peu ce parcours. On est dans une première session où on va aller vous amener une vision 360 des enjeux du climat, de tout ce qui se passe sur les limites planétaires, autour de la biodiversité, de l'énergie. Voilà, c'est vraiment un partage collectif là-dessus et une prise de conscience à ce moment-là de l'ampleur et de l'urgence, mais aussi de l'interconnexion des enjeux. C'est-à-dire que tous les enjeux sont interconnectés entre eux. On est tous concernés par tout ce qui se passe et pas que le CO2. Puis vous avez une deuxième session où on va être au cœur du régénératif et comprendre un peu pourquoi il s'impose à nous et pourquoi cette transformation va nécessiter de changer de modèle économique dans son organisation. Donc voilà, on commence à ce moment-là à écrire sa feuille de route et à être accompagné sur ces enjeux-là. Vous allez avoir une session très en lien avec le biomimétisme et toute la façon d'intégrer les stratégies du vivant comme levier de redirection dans une entreprise et d'innovation. Une session sur les bons indicateurs, la triple comptabilité, ces indicateurs de performance, comment on considère demain dans nos indicateurs d'entreprise le social, l'humain, la planète, mais aussi l'économie. Et puis une session qui va permettre aussi d'embarquer les entreprises parce que ce parcours est fait pour le dirigeant qui est accompagné de ce que nous on appelle un Planet Champion. Donc vous venez à 2 pendant le parcours, mais à 2 c'est lourd de porter ça et comment derrière on embarque ses collaborateurs, son codir, mais aussi ses clients, ses fournisseurs et toutes ces parties prenantes. Donc on a une vraie session sur l'embarquement et une 6e session qui pour nous s'appelle prendre son envol, comment on vous donne les clés en main pour que vous puissiez avancer vers cette ambition régénérative. Voilà. On a donc démarré le recrutement de nos dirigeants il y a quelques semaines. Bon voilà, je vous affiche les premières là qui nous ont rejoints dans le parcours et 2 témoignages. Vous les retrouvez aussi sur le site internet. Notre intention, c'est d'embarquer jusqu'en février. On est une association d'intérêt général et ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on veut faire à la CEC. On travaille pour quelque chose qui nous dépasse et ça, c'est super important. Aujourd'hui, je suis 100% bénévole pour l'association parce que voilà, j'ai le cœur qui vibre en tout cas pour la planète. Mes enfants me rappellent régulièrement à quel point c'est important effectivement de consacrer du temps et de l'énergie à ces causes-là. Et donc voilà, moi je serais ravie d'échanger avec vous. Vous avez toutes les infos en tout cas sur le site de la CEC et je vais laisser la parole à un témoin qui a vécu le parcours, le témoignage rend les choses très vivantes en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup Angélique pour cette présentation et cette transition toute faite du coup pour le témoignage de Tikamoun et Arnaud. Je vous laisse la main. Merci Louis, merci Angélique pour ce bel élan. Donc nous sommes Tikamoun, une entreprise qui conçoit, qui distribue du mobilier en bois massif monté et durable. Et c'est notre essence en fait. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi la CEC a été un moment extrêmement important pour nous et extrêmement important pour moi, d'ailleurs dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'être humain.
vous raconter aussi concrètement ce que ça nous a apporté et puis ce qui a réussi et ce qui est un petit peu moins réussi aussi en toute objectivité. Nous, on a une chance en fait dans cette visée vers l'entreprise régénératrice, c'est que on manipule du bois en fait. On manipule notre matière première, c'est de la matière primaire. Donc nous, on manipule du carbone capté. Donc on est déjà un peu avantagé dans ce chemin et tout le monde n'a pas la chance de travailler avec du produit naturel tel qu'on le fait. Donc on s'estime déjà gâté par l'objet que l'on manipule tous les jours. Clic. Donc on est arrivé à la CEC en 2021, c'est ça Angélique, en 2021, oui c'est ça, en septembre 2021, un peu comme on est depuis toujours extrêmement, ça fait 4-5 ans que moi je me forme sur ce sujet-là, à 20% de mon temps, donc on est arrivé à la CEC un peu fier, quoi, avec un petit bulletin de premier de classe voilà, on fait le bilan carbone avec Carbone 4, l'analyse de cycle de vie avec l'ADEME et FCBA, Global Compact, Freight 21, la moitié de nos références sont certifiées FSC, et puis on est en partenariat avec WWF, éclaireur de la communauté du coq vert BPI, enfin voilà, on avait tous les labels, tous les certificats, sauf ceux dont on vient de parler, qui sont très importants, et j'y reviendrai juste après. Et puis on arrive à la CEC, et là c'est le choc. On se rend compte en fait que, à force d'être le nez sur le bulletin, on avait oublié une bonne part d'essentiel en fait, une bonne part de ce qui fait la connexion au vivant, finalement tellement concentré à faire des meubles qui durent longtemps qu'on avait oublié totalement qu'il fallait l'accompagner pendant longtemps. Et la deuxième myopie dont on s'est rendu compte, c'est que tellement concentré sur le morceau de bois FSC durable, qu'on avait oublié l'écosystème, qu'on avait oublié l'arbre, qu'on avait oublié la connexion au vivant. C'était un peu, c'est la planche qui cache l'arbre, qui cache la forêt en fait. Donc voilà, c'était des grands moments de prise de conscience qui nous ont conduit à redéfinir, clic, c'est pas facile, notre rêve en fait. Il y a un exercice qui s'appelle la question régénératrice qui est au début de la CEC et où avec Benjamin, notre planète championne, on a redéfini notre rêve. Et le rêve qu'on a émis, c'était minimiser la production de meubles pendant les 100 prochaines années. C'était vraiment ça l'objectif, un peu délirant, un peu fou, mais vraiment ce qui nous animait au cœur. Et donc de définir un modèle régénératif où on ne pouvait avoir aucune ambition de vertu si le meuble ne durait pas aussi longtemps que l'arbre qu'on a replanté après avoir prélevé l'arbre mature. Donc c'était ça l'obsession qu'on a eue, acheter moins souvent, c'est ça notre claim, et faire en sorte que nos meubles durent plus longtemps que l'arbre duquel il est issu. Et donc, comment on l'a décliné? Eh ben, c'est pas facile. Même si on avait un certain nombre d'atouts au démarrage, on est rentable. Avec mon associé, on est actionnaire majoritaire, on est assez petit et flexible, on a une équipe jeune qui nous pousse, on maîtrise toute la chaîne de valeur. La seule chose qu'il fallait assurer et convaincre, c'est évoqué d'ailleurs dans la CEC Finance, c'est que les fonds voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, c'est-à-dire les l'EBITDA. Et ça, finalement, ils nous ont laissé vraiment, ils nous ont suivis à partir du moment où les l'EBITDA étaient remplis. Clic. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi un certain nombre de choses grâce à la CEC. Un, conscient de la préciosité du meuble en bois massif, trésor de carbone capté, eh bien, on a décidé de ne jeter aucune planche. Et on a réussi sur tout le cycle retour, parmi les 7000 meubles qui reviennent, chaque année, d'avoir 0 déchet bois. Soit un tiers est remis en stock, un tiers est réparé et revendu sur place dans notre atelier et boutique circulaire de Sequedin, à côté de chez nous. Et ça, on va le généraliser. Et un tiers est démonté en planche, donné à une association d'insertion pour reconstruction et revente. Ce que l'on a réussi aussi, clic, c'est généralisation de l'éco-conception et surtout, ce qui est très important à la CEC, c'est des renoncements. Finalement, pour être vertueux, à quoi on renonce? Eh bien, nous, on a renoncé à toutes les références qui ne passaient pas de façon sur le centenaire.
c'est-à-dire que les références qui étaient dans leur construction pas assez solides, on les a éliminées. On a renoncé aussi à de la marge puisqu'on a upgradé nos produits pour qu'ils tiennent 100 ans, en quincaillerie, en traitement, en construction. On est passé à 100% d'éco-conception. Clic. Qu'est-ce qui est en cours? Finalement, ça ne sert à rien de construire un meuble qui dure 100 ans, ça on y est arrivé, si le client, par inadvertance ou ignorance, le met sur le trottoir au bout de 10 ans. Donc, il nous fallait faire la pédagogie et accompagner nos clients. C'est ce qu'on engage maintenant avec des tutos pour entretenir, réparer, customiser, donner, revendre. Et aussi la mise en place petit à petit de local hubs qui vont accompagner le client pendant des décennies pour mettre en place cette chaîne circulaire qui va éviter d'acheter des meubles tous les 10 ans. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de vendre 4 buffets à un client. C'est que le buffet dure 4 clients. Donc, on est dans une révolution de paradigme qui est totalement, qui a été adoptée en fait par toute l'équipe et provoquée par la CEC. Ça veut dire que nous, on est entré à la CEC un peu comme les rois de RSE et on est sorti de la CEC un peu comme les nains du régénératif. Donc, ça nous a vraiment mis en mouvement. Voilà pour ce qu'on a réussi. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est B Corp. B Corp, mais on est hyper motivé et enfin on se lance dans le pré-diagnostic là, dans les semaines qui viennent, en janvier, et entreprise à mission dont on a tellement envie, mais on n'a pas eu le temps en fait. On a été totalement bouleversé par tous les événements et donc on n'a pas eu le temps. Donc enfin, on se lance en 2024 là-dessus, hyper motivé, manque évident, et merci pour les 2 présentations et ton témoignage, Coralie. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a à construire maintenant? C'est un nouveau business model qui sera probablement beaucoup plus basé, peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Et bien finalement, notre métier, ce sera la réparation de meubles en bois massif dans 5 ou 10 ans. Et peut-être que notre métier, dans 20 ans, ce sera le urban mining, la récupération de planches pour reconstruire des meubles, tellement cette matière première sera devenue précieuse et chère. Donc nous, on se prépare et effectivement, la projection de la CEC engage dans notre résilience et prépare la résilience du choc qui va arriver. Pour conclure, la CEC, c'est une communauté de dirigeants sensibles qui ont grandement envie de servir. C'est un bouleversement tête, cœur, tripe, parce que tout joue dans la CEC, l'émotionnel, la raison et l'énergétique. C'est la croyance que l'entreprise doit faire sa part pour sortir du triangle de l'inaction, comme l'évoquait Angélique. Et puis, c'est finalement voilà, une très, très belle énergie qui vient nous permettre d'être un peu plus alignés avec l'interpellation de nos enfants quand on rentre le soir du boulot. Merci beaucoup pour votre attention et vraiment à votre disposition, directement ou indirectement, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation chronologique et puis pour ces enseignements. Sans plus attendre du coup, je vous propose de passer cette fois-ci à la 3e partie de ce webinaire consacré au label respectif donc, de l'AFNOR engagé RSE et du label Lucie 26000 sur le sujet précisément de la RSE. Et passe le relais à Olivier Graffin de l'AFNOR pour nous présenter le label engagé RSE. Oui, merci, merci Louis. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Olivier Graffin, je fais partie du département RSE du groupe AFNOR. Alors rapidement, hein, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est le groupe AFNOR puisque je représente ici l'entité qui labellise et qui, au-delà de labelliser au travers du label engagé RSE, voilà, opère toute une quantité de certifications assez classiques. Sans doute que parmi vous, il y a des entreprises qui sont certifiées 9001, 14001, 50001, etc., sur les sujets divers et variés, environnement, énergie, santé, sécurité au travail, etc., etc. Alors je vais faire comme Arnaud un clic, n'est-ce pas, pour passer. Voilà, comme je sais qu'on a un petit peu de retard, je vais essayer
ne pas prendre trop de temps. Alors, le label engagé RSE existe depuis un certain nombre d'années. Il est basé sur l'ISO 26000, la norme internationale qui a été publiée en 2010 sur la RSE. On se rend compte en fait, hein, avec ce que j'entends depuis tout à l'heure, que en effet, on parle de contribution, de régénératif. Hein, on est vraiment sur les sujets de demain. Eh bien, cette ISO 26000 qui a pourtant un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui permettait déjà finalement de questionner les entreprises et les acteurs économiques sur leur modèle économique, sur leur business model et évidemment d'envisager l'évolution. Donc c'est ça aussi que poursuit le label engagé RSE. Alors fondé sur l'ISO 26000, il a traduit finalement l'ISO 26000 en un certain nombre de critères évaluables et derrière, eh bien, il délivre un signe de reconnaissance avec 4 niveaux de maturité que vous voyez là. Et donc un niveau initial, alors ça donne un score sur 1000 points, hein, avec un niveau initial entre 0 et 300 points, un niveau progression entre 300 et 700, un niveau confirmé entre 500 et 700, et puis un niveau exemplaire entre 700 et 1000. Le label, hein, évidemment, dans son questionnement et dans ses critères, on le fait évoluer très régulièrement et nos évaluateurs questionnent forcément aussi les entreprises et les acteurs que nous évaluons sur les standards qui interviennent. Alors, GRI, évidemment, on fait le lien avec la réglementation sur le reporting et au fur et à mesure, eh bien, que les éléments arrivent, forcément aussi sur les futures réglementations, comme par exemple, eh bien, tout ce qui va concerner le rapport de durabilité. Bref, alors, point important, en effet, on parlait de certification tout à l'heure. Il faut bien faire la différence en fait entre ce qu'est une certification un petit peu binaire, on est certifié ou on ne l'est pas, on est responsable ou on ne l'est pas, et puis une évaluation de maturité comme le propose le label engagé RSE, ou en tout cas un certain nombre de démarches qui portent sur l'ISO 26000, ou en tout cas qui se raccrochent à l'ISO 26000. La philosophie du label, c'est vraiment d'évaluer donc la capacité de l'entreprise qui candidate, sa capacité à identifier elle-même ses parties prenantes, les attentes de ses parties prenantes, ses enjeux et ses impacts les plus significatifs, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs, et puis de mettre en regard finalement de ces éléments, eh bien, les engagements qui vont bien, les politiques et les stratégies qui vont bien, et évidemment, au bout du bout, également, point important, des KPIs et des indicateurs qui vont permettre de mesurer la performance et de faire évoluer aussi, puisque encore une fois, hein, enfin, on l'a beaucoup entendu jusque-là, et de faire évoluer le modèle économique, puisque c'est bien l'objectif de tout cela. Clic. Alors, juste un petit focus sur le contenu du label et ses différents critères. Alors, il y a 8 grandes thématiques. On retrouve évidemment hein, tous les éléments constitutifs de la 26000 et des différents référentiels qu'on a pu citer tout à l'heure. Évidemment, la gouvernance, on va forcément dans les premiers éléments et dans les premiers critères, justement, re-questionner sur, on a beaucoup entendu parler tout à l'heure de la raison d'être, de la mission, des valeurs. C'est dans les premiers critères qu'on va forcément questionner l'entreprise sur ces éléments. Quelle est sa raison d'être, comment elle a constitué ou formulé cette raison d'être et qui a participé à sa rédaction, à son élaboration. Et puis, on va la questionner également sur justement ce qu'on évoquait précédemment, sur la manière dont elle s'y est prise pour bien identifier dans son modèle économique quels sont ses impacts les plus significatifs, quels sont ses enjeux clés, quelles sont ses parties prenantes et comment derrière, eh bien, tout cela va se mettre en musique. Alors, se mettre en musique, ça c'est le deuxième point, déploiement de la démarche, où on va questionner justement d'une certaine manière les points opérationnels qui permettent de piloter et de déployer la démarche d'amélioration continue, la démarche de responsabilité sociétale. Et puis derrière, les grands thèmes évidemment qu'on retrouve dans l'ISO 26000, tout ce qui est droits de l'homme, ressources humaines, relations, conditions de travail, tout ce qui est au travers du thème 4, tout ce qui est processus de production, de consommation
de production et de consommation durable, où on va croiser des thématiques comme tout ce qui est innovation, économie circulaire, intégration de ces nouveaux modèles économiques justement dans l'élaboration des produits, tout ce qui est achat responsable, évidemment toutes les thématiques liées à l'environnement, les gaz à effet de serre, la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Et puis dernier thème qui caractérise toutes les pratiques managériales et opérationnelles de l'entreprise, thème fondamental dans l'ISO 26000, qui est l'ancrage territorial, la manière dont finalement l'entreprise participe au développement économique, social et environnemental du territoire sur lequel elle est implantée ou bien des territoires sur lesquels l'entreprise opère. Et puis on a derrière évidemment trois thèmes liés aux indicateurs de performance qui permettent de piloter la performance sur tout cela. Voilà, donc alors petit point, reste Louis sur ce slide-là, mais le référentiel, voilà, vous avez en haut à droite, hein, n'hésitez pas à vous promener sur notre site internet parce que le référentiel est en libre téléchargement et vous allez trouver aussi un certain nombre de documents, de livres blancs, de guides qui font justement le lien avec, par exemple, la réglementation qui se pointe sur l'exercice de rapport de durabilité, sur les objectifs de développement durable de l'ONU également, qui évidemment sont un point sur lequel on donne aussi quelques éléments de livrables, mais ça j'y reviendrai. Donc tu peux passer Louis. Voilà. Alors sur le processus de labellisation, ça c'est assez classique. On opère avec. Alors d'abord le label il est valable 3 ans. Et donc sur ces 3 ans il y a une évaluation, un audit initial qui est, alors point très important, qui est fait sur site. Ça c'est évidemment une marque de fabrique aussi à laquelle on tient beaucoup. Une évaluation sur site, donc au niveau à l'instant T au niveau initial, quand l'entreprise se lance dans la labellisation. Ensuite, pour couvrir les 3 ans de validité du label, eh bien, on fait une évaluation, un audit au bout de 18 mois, un audit allégé qui permet justement de s'assurer que la démarche se déploie toujours, qu'on est toujours dans une dynamique d'amélioration continue, que s'il y a des nouveaux enjeux ou des évolutions de contexte ou justement une évolution de modèle économique, on en tient compte évidemment jusqu'au renouvellement au bout de 3 ans. Point important également, alors ça je vais y venir, point important quand même dans le processus, donc on tient beaucoup en effet au mécanisme d'évaluation, au dialogue que les évaluateurs peuvent avoir avec les équipes sur site. On va faire des interviews de l'ensemble des fonctions. On va également interviewer un petit panel de parties prenantes extérieures qui permettent finalement de renvoyer la perception que peuvent avoir ces parties prenantes extérieures sur la performance et l'engagement de l'entreprise en matière de RSE, de durabilité, d'impact positif, etc. etc. Voilà, alors tu peux passer au slide suivant, merci Louis. Pour toutes ces convictions de crédibilité, d'évaluation sur site, d'appui sur des référentiels internationaux, on les partage avec un certain nombre d'autres labellisateurs internationaux et européens avec qui en fait on a fondé une initiative qui s'appelle Responsibility Europe pour donner aussi un rayonnement international à ce label. Et on a d'ailleurs, ça dépasse finalement les frontières de l'Europe puisque les derniers qui arrivent, on a même des Canadiens, alors plutôt francophones à ce stade, mais un labellisateur canadien qui effectivement est assez enthousiaste sur justement les mécanismes qui sont les nôtres et les critères finalement de sélection des labels qui peuvent rentrer dans Responsibility Europe. On a aussi, on est en pourparlers aussi avec des porteurs de labels nord-africains qui sont aussi intéressés par ces éléments-là. Voilà, donc l'idée quand même d'avoir notre conviction, c'est aussi d'accompagner finalement l'entreprise au travers de ces différents audits, de prendre le relais lorsque l'entreprise a mis en place sa démarche, soit lorsqu'elle a été aidée par un cabinet de conseil ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est de prendre le relais aussi pour dresser au fur et à mesure une feuille de route, pour la challenger également sur, encore une fois, son modèle économique, ses impacts négatifs, ses impacts positifs, sa contribution aux objectifs du développement durable, au travers donc de ce mécanisme de scoring. Clic. Voilà. Alors, pour ce qui est donc du label engagé RSE,
les entreprises labellisées sont quasiment au nombre de 550 aujourd'hui, hein, donc début décembre c'était 548. Et vous voyez que il y a alors dans le profil des entreprises qui sont labellisées, il y a quand même beaucoup de PME, quelques TPE également, 15% de TPE, mais la grosse majorité, les 2/3 sont des PME, et c'est effectivement la cible principale de ce modèle qui quand même permet aussi de préparer aux futures réglementations, mais interroge quand même évidemment l'entreprise et les PME notamment. Voilà. Et puis la répartition des niveaux de maturité qu'on a vu tout à l'heure est exprimée là, mais je reviens pas dessus. Je ne reviens pas dessus. Clic, Louis, s'il te plaît. Voilà. Alors également, lorsqu'on devient labellisé engagé RSE, on intègre aussi une communauté qui est animé très régulièrement avec des webinaires mensuels, avec une newsletter, avec des groupes LinkedIn qui permettent justement aux différents membres de discuter et d'échanger les uns et les autres. L'idée, c'est évidemment forcément de partager les bonnes pratiques. C'est d'ailleurs un point aussi très important qui est une caractéristique du label, puisqu'on interroge beaucoup aussi sur la capacité de l'entreprise et des équipes à aller benchmarker, à aller partager les bonnes pratiques, à aller capter des bonnes pratiques à l'extérieur, et du coup finalement à contribuer aussi à la communauté et à permettre aussi d'essaimer ces bonnes pratiques auprès d'autres acteurs labellisés. Voilà. Un petit point également, alors sur les bénéfices, au-delà du livrable et évidemment du signe de reconnaissance dont on ne discutera pas la robustesse, le livrable est important pour nous, hein, puisqu'on remet donc un rapport circonstancié sur l'ensemble des forces et des faiblesses de l'entreprise, sur l'ensemble des thématiques de la RSE. On fournit aussi des éléments graphiques avec un scope. D'ailleurs, on a pas mal parlé des objectifs de développement durable jusque-là, mais on sort aussi un scope lié aux objectifs, à la contribution de l'entreprise aux objectifs du développement durable de l'ONU. Et au-delà de ça, alors on a fait une petite enquête il y a quelques années maintenant, quelques mois, enfin ça date de fin 2020 ou de fin 2019 ou début 2020. Et voilà ce que renvoient finalement les entreprises que nous avons interrogées, celles qui étaient labellisées. Ça permet de structurer finalement l'information, de mieux diffuser l'information et les performances auprès des parties prenantes, et ça améliore l'image de l'organisation auprès des clients, des fournisseurs et de l'ensemble des parties prenantes et des partenaires. Ça, c'est un point que relève l'ensemble des labellisés. Point très important également renvoyé par tout le monde, c'est la dynamique interne que cela crée. Ça mobilise évidemment les collaborateurs. Justement au travers des rendez-vous qui sont réguliers tous les 18 mois et au travers évidemment des interviews des équipes, puisqu'on va aussi sur le terrain pour interviewer des équipes, pour regarder comment ils fonctionnent, pour constater leur méthode de travail et voir comment justement chaque fonction, y compris les collaborateurs opérationnels, comment ils intègrent des prérogatives de responsabilité sociétale, comment ils transforment finalement leurs fonctions pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de l'entreprise. Et voilà. Et forcément, il nous renvoie aussi dans cette enquête le fait qu'il y a le rapport notamment et le lien avec les évaluateurs renvoie des propositions de pistes d'amélioration, que ça améliore l'image auprès notamment des collaborateurs, ça travaille évidemment sur la marque employeur, et puis ça permet d'échanger aussi avec l'évaluateur, parce que forcément ça devient un interlocuteur incontournable sur lequel on peut s'appuyer, et puis derrière évidemment des préconisations très très opérationnelles sur des réductions de consommation, sur de la crédibilité, sur tout ce qui est conditions de travail, santé, sécurité, etc. Enfin bref, sur tous les thèmes que balaye le label engagé RSE. Voilà en quelques mots. Alors, j'ai essayé de faire court. Je ne sais pas s'il y aura des questions, mais encore une fois, ce que j'ai entendu en conclusion et le maître mot jusque-là, c'est vraiment l'évolution des modèles économiques. Et évidemment, nous n'avons pas attendu les dernières publications et les dernières réglementations pour justement questionner les entreprises
les acteurs économiques sur les perspectives qu'ils voient, eux, comment ils s'adaptent finalement à ces changements de contexte majeurs qui nous attendent et comment finalement, eh bien, le label peut accompagner toutes ces évolutions de modèles économiques, de performance pour envisager une pérennité de l'entreprise aussi avec ces nouveaux contextes. Voilà. Merci. Et ben voilà. À votre disposition, j'ai essayé de faire court et je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Olivier, et puis merci beaucoup aussi aux participants qui sont encore avec nous. Bon, même si on a un petit peu de retard, on a encore deux présentations et on prendra quelques questions-réponses. On a vu quelques-unes déjà sur le chat qu'on traitera à la fin. Donc Adèle, je vous laisse la main pour nous présenter à la suite d'Olivier la démarche Lucie 26 000. Merci Louis. On va essayer de faire très rapidement du coup au vu du timing. Je vais essayer d'être très synthétique. L'agence Lucie, en quelques mots, hein, c'est donc une agence de gestion de label RSE historiquement qui s'est créée pour pouvoir porter donc le label Lucie 26 000, qui était voilà vraiment le label historique de l'agence, le premier label RSE en France. Et donc aujourd'hui, on gère donc des labels RSE alignés sur la norme ISO 26 000, un label sur le numérique responsable qui est le label numérique responsable, et on est aussi centre de formation dédié à la RSE. Donc, on peut passer à la slide. Donc, l'idée aujourd'hui de l'agence Lucie, hein, c'est bien évidemment de proposer donc des labels pour venir valoriser les engagements des organisations. Et là, notamment, on va parler donc des labels alignés sur la norme ISO 26 000, donc des deux labels Lucie Progress et Lucie 26 000. Et c'est surtout de proposer des parcours pour pouvoir progresser en RSE. Parce que donc obtenir un label, une certification, une reconnaissance, c'est important. Mais ce qui compte, c'est aussi pouvoir se structurer et avoir une méthodologie qui soit pratico-pratique, qu'on puisse directement appliquer dans son organisation. Et c'est pour ça qu'il y a différentes solutions qui sont proposées aux organisations qui nous rejoignent, c'est-à-dire déjà des outils pour découvrir et s'inspirer un peu en RSE, un centre de formation pour se former. Ensuite, une fois qu'on est formé et qu'on s'est approprié une méthodologie, on peut valoriser ses engagements à travers des labels. Et puis derrière, on développe aussi son impact positif. Il y a eu des beaux exemples juste avant. Et donc, c'est aussi l'ambition de l'agence Lucie de passer, comme on dit chez nous, sur une RSE 2.0 et d'aller au-delà de la RSE et des normes, mais aussi de travailler sur les questions de limites planétaires. Et donc, on a aussi une solution de labellisation qui est toute neuve, qui vient s'appuyer sur ces grands principes-là. Alors, sur nos référentiels, donc nous, on est comme la FNOR, on s'appuie beaucoup sur le référentiel de l'ISO 26 000, même si bien sûr ça intègre les autres critères des grandes normes internationales, mais on va venir travailler sur les 7 questions centrales de l'ISO dans nos référentiels RSE. Donc la gouvernance, les droits de l'homme, le volet social en entreprise, l'environnement, l'éthique dans les affaires, le volet intérêt des consommateurs et le développement local et l'intérêt général. Et puis donc le référentiel est découpé en 25 sous-thématiques qu'on appelle principes d'action. Et chacun de ces principes d'action vont identifier des critères spécifiques applicables pour chaque typologie d'organisation. À savoir qu'aujourd'hui, la communauté Lucie regroupe 1300 organisations en France, en Europe, à l'international. Donc, on est à la base franco-français, donc la grande majorité de nos membres sont en France, mais on est en train de se développer à l'international, notamment en Europe et aussi en Afrique. Donc, c'est vraiment aussi une ambition du label de pouvoir un petit peu progresser. Et on a tout type de structure dans la communauté. Donc, c'est vraiment un label qui est ouvert à toute typologie d'organisation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a à la fois des TPE, des PME, des grands groupes, aussi des administrations publiques, des collectivités et associations qui sont engagées dans les démarches, parce que le référentiel est vraiment un outil pratique qui peut être appliqué par tous. Donc, on a différents niveaux de maturité sur nos labels. L'idée, c'est que chacun peut y aller à son rythme et commencer à son échelle pour pouvoir progresser. L'idée encore, c'est d'être dans une logique de progrès, d'amélioration continue. On ne maîtrise pas d'un coup tous les principes de la RSE. On ne peut pas être parfait. Et de toute manière, la RSE, c'est une remise en question perpétuelle pour pouvoir s'améliorer et prendre en compte aussi son environnement, les contextes, les changements. Et c'est pour ça qu'on propose 2 niveaux de labellisation. Un premier niveau qui est le label Lucie Progress, qui est plutôt un label, on met un pied à l'étrier, premier pas en RSE, donc on y va doucement.
aujourd'hui, enfin qui est assez récent d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus d'une centaine de membres actuellement qui se sont lancés progressivement en commençant par cette démarche. Donc là, si tu peux passer, Louis, du coup, pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est un label qui se découpe en plusieurs étapes, hein. Encore une fois, le but n'est pas seulement juste de venir donner un coup de tampon. Je pense qu'on est tous d'accord là entre intervenants, c'est pas le but d'un label. Le but, c'est de proposer un parcours vraiment qui va vous aider aussi à structurer la démarche RSE. Donc, dans le parcours Lucie Progress, typiquement, vous avez une formation obligatoire pour vous sensibiliser, vous approprier aussi le référentiel ISO 26000. Vous avez ensuite votre état des lieux à faire en interne sur vos pratiques en fonction du référentiel. Vous êtes audité par une organisation, par l'agence Lucie, un auditeur Lucie à distance principalement ou sur site en fonction de la typologie de votre activité. Sur tout ce que vous avez mis en place. Vous avez un niveau de maturité qui vous est attribué sur 1000 points. Pour être éligible donc à Lucie Progress, il faut avoir plus de 300 points sur 1000 points. Suite à l'audit, on vous demande de rédiger un plan d'action, de vous engager sur des ambitions RSE pour progresser dans le temps. Et à validation de votre plan d'action, vous êtes labellisé pour 2 ans sur Lucie Progress. Et puis, à l'issue des 2 ans, si vous avez envie de vous challenger, et là, on peut passer la slide, vous pouvez aller chercher le label Lucie 26000 qui est accessible aussi directement, hein. On n'est pas obligé de passer par la case Lucie Progress, mais en tout cas, ça peut être un bon palier si on débute sur les questions de RSE. Et le label Lucie 26000, qui est le label historique, là, c'est pour ça qu'on a notre plus large communauté d'organisation. Il y en a à peu près 800 qui sont engagés sur le label et sur le référentiel en France et aussi du coup à l'international maintenant. Et donc, c'est un label qui va reprendre les mêmes étapes, mais on va aller un peu plus en profondeur. On est un peu plus exigeant forcément sur les critères. Et donc, on a toujours cette formation, cet autodiagnostic qui est à réaliser en interne par la structure avec l'identification de ses enjeux, de ses moyens, de ses actions mises en place. Un audit fait par un évaluateur externe. Donc ça, c'est très important parce que ça montre aussi la crédibilité aussi et des actions qui sont menées et du label, hein, d'avoir vraiment un tiers externe qui vient vous évaluer sur votre démarche. Et donc, ces évaluateurs vont venir, pareil, vérifier vos actions et vous attribuer un niveau de maturité. Cette fois-ci, on demande d'avoir un minima 500 points sur 1000 points. Et pareil, si vous avez les 500 points, derrière, plan d'action obligatoire à rédiger pour progresser dans le temps. Et votre plan d'action va passer devant un comité de labellisation qui est composé d'experts en RSE, indépendants de l'agence Lucie. Ce sont des bénévoles qui viennent étudier votre dossier et vérifier que votre plan d'action il est à la fois pertinent, cohérent et assez ambitieux pour vous faire progresser dans le temps. Et si c'est le cas, l'entreprise est labellisée pendant du coup 4 ans. Et à mi-parcours, on vient aussi vérifier la bonne mise en œuvre du plan d'action. L'idée, c'est pas de vous laisser dans la nature et de s'être juste engagé sur une feuille de route. Non, c'est vraiment de vérifier la mise en place et toujours d'être dans cette logique d'amélioration continue. Donc, on a différents paliers sur les labels. Premier niveau, on y va doucement, on débute. On peut commencer par Lucie Progress pour déjà s'approprier une méthodologie et commencer à mettre bien en place ces actions, valoriser aussi un premier niveau d'engagement. Ensuite, on va se challenger avec Lucie 26000. Et quand on est déjà mature et qu'on est déjà labellisé Lucie 26000, on peut avoir une démarche complémentaire qui s'appelle Lucie Positive, qui a été le fruit de 18 mois de recherche et de développement pour attribuer des quotas et des indicateurs à respecter en fonction des limites planétaires, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais on pourra en discuter et peut-être que vous aurez des questions aussi là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour les entreprises qui sont déjà matures d'avoir vraiment une vision très long terme aussi de sa démarche et de transformer son modèle économique. Et on voit que c'est déjà des sujets pris en main par certaines organisations. Voilà, le témoignage de Tikamoun en fait l'illustration. Et pour aussi finaliser, passer la main à Philippe, on a pareil une communauté qu'on anime, c'est très important pour nous, on croit beaucoup à l'intelligence collective et le but c'est de mensuellement faire des webinaires autour de la RSE, de partager des bonnes pratiques, faire des retours aussi d'expertise sur des thématiques RSE, numérique responsable pour vous donner des idées dans votre démarche, de pouvoir aussi vous rencontrer sur les différentes régions en local et de vous proposer des ateliers d'intelligence collective pour co-construire des livrables autour de la RSE ensemble et bien sûr vous donner
accès à un certain nombre d'outils, d'avantages de communication en tant que membre de la communauté pour aussi valoriser votre démarche. Voilà, je passe la parole à Philippe. Moi, je suis désolée, je vais devoir m'éclipser dans 2 minutes, mais je serai disponible, bien sûr, dans un second temps. S'il y a des questions, Louis, je te laisserai me les transmettre. Merci beaucoup, Adèle. Oui, effectivement, on pourra transmettre les questions et y répondre de manière postérieure au webinaire. Et sans plus attendre, donc, le dernier témoignage de ce webinaire, je passe la main à Philippe Sangara du service santé au travail de la région. Ok, je vais faire rapidement, parce que je pense que tout le monde a faim. Philippe Sangara, bonjour, directeur adjoint du SSTRN à Marc-en-Barœul. Donc, j'irai très rapidement sur la présentation de la structure. Je pense que c'est pas forcément l'intérêt. Le SSTRN, c'est une association, loi 1901, donc c'est le service social du travail région Nord de France, puisque nos métiers depuis 1935, c'est de mettre à disposition des entreprises, petites et grandes, des outils, une boîte à outils QVCT RSE, à savoir des assistantes sociales du travail, des psychologues du travail et des infirmières en santé-travail, ainsi que des ateliers, des forums, des formations de prévention sur tous les aspects santé, sociaux, médico-sociaux, en lien avec le travail et le parcours des collaborateurs au sein des entreprises. Donc, on accompagne les entreprises et leurs collaborateurs. Donc, c'est environ 250 entreprises grands comptes. Nous sommes 120 collaborateurs sur l'intégralité des Hauts-de-France. Et le SSTRN est membre fondateur du GIE Récif, qui est un groupement d'intérêt économique national qui présente ou propose en tout cas sur toute la France des 11 structures avec des activités sensiblement similaires aux nôtres, donc psychologue du travail, assistante sociale du travail et psychologue du travail. Là, le témoignage, en fait, je vais le faire très très court. Nous, on a la chance d'être labellisé Lucie 26000 depuis 18 mois. Alors, le 18 mois est précis parce qu'on aura notre audit de suivi juste à mon retour de vacances en janvier. Comme on est prestataire de service, on ne produit rien, on n'est pas de gros consommateurs d'énergie. Par contre, notre matière première à nous, c'est l'humain. Et toute la démarche d'accompagnement de Lucie a été extrêmement intéressant. Alors, j'aurais tendance à dire le grand plus pour nous, ça a été cette question de communauté, effectivement, qui est extrêmement intéressante. Communauté locale, ça veut dire qu'on peut rencontrer d'autres structures labellisées, ça permet de l'entraide, ça permet de l'échange entre pairs, ça permet, ce que disait Adèle très justement, de l'intelligence collective. Et c'est pas un vœu pieux, parce que sur des structures de notre taille, 120 personnes, parfois moins, parfois plus, mais en l'occurrence, je pense que dans la communauté, en tout cas sur les Hauts-de-France, on est des structures de taille modeste. C'est aussi important d'avoir ces temps d'échange et en même temps sur lesquels on peut échanger de manière très très pratique et très concrète, parce que dans des structures de taille moyenne, il n'y a pas forcément tout un département RSE ou tout un département qualité. Parfois, le responsable RSE d'une structure a plusieurs casquettes, plusieurs missions, et c'est essentiel de pouvoir passer du temps ensemble pour échanger là-dessus. Ensuite, je vous le disais, nous, notre capital, c'est un capital humain essentiellement, d'une part parce que c'est ce que l'on propose à nos entreprises clientes, adhérentes, et d'autre part parce que les forces vives du SSTRN, ce sont des gens. Et nous, cette démarche RSE, elle nous a incité à aller au-delà de l'ISO 9001, puisqu'on est aussi certifié ISO 9001, et de pouvoir aller dans une démarche vraiment structurante et fédératrice sur nos pratiques internes, notamment en termes de ressources humaines, parce qu'en fait, on l'oublie un petit peu, je pense. On parle beaucoup du développement durable et sous le sens de l'environnement. Je pense qu'on parle assez moins, il me semble, de l'aspect de nos parties prenantes internes, à savoir nos politiques RH et comment finalement on travaille la QVCT au sein de nos organisations. Et voilà, cette labellisation, elle nous permet, elle nous oblige, elle nous invite à travailler sur notre organisation RH, alors au-delà des obligations légales, bien entendu, mais s'obliger à venir questionner, à impliquer nos parties prenantes, internes, externes, voilà, et de manière, j'insiste lourdement,
fédératrice parce qu'une démarche RSE au sein d'une entreprise, en tout cas au sein du SSTN, c'est une démarche qui a été plébiscitée, qui est accompagnée et qui est suivie et dans laquelle la plupart de nos collaborateurs se mobilisent et s'engagent avec ferveur et on est très fiers de cela. Voilà, je pense que le temps presse, donc j'irai pas forcément beaucoup plus loin. Pour revenir sur Lucie également, les événements de la communauté, les événements organisés par le label Lucie, qui sont vraiment des moments extrêmement intéressants aussi. Mais voilà, nous aurons l'occasion de vous les représenter à un autre moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, on a un peu débordé, mais ce fut dense et riche en informations. Donc, c'était aussi de présenter l'ensemble de ces démarches. Peut-être pour finir, juste traiter les quelques questions qu'on a prises au fil de l'eau. Donc, notamment sur le label le Bicorp Climène, peut-être j'ai une question à t'adresser de Quentin Chola qui nous pose la question avoir un modèle d'affaires à impact ouvre donc à d'autres questions qui permettent de gagner des points supplémentaires. Donc ça, c'est sa première interrogation au regard de la présentation qui avait été faite. Et sa deuxième, donc spécifiquement sur le BIA, l'outil dont vous nous avez parlé, est-il gratuit? Il est gratuit, mais faut-il payer pour acquérir le label ensuite? J'imagine que le BILAB ou autre doit valider la note finale. Voilà les questions sur Bicorp. Est-ce que Climène, tu as des éléments de… Alors, oui, réponse très rapide. Oui, ouvrir des modèles d'affaires à impact permet de générer beaucoup de points et c'est beaucoup plus facile aux entreprises d'obtenir le niveau qui est requis quand elles ont des modèles d'affaires impact. L'outil est gratuit, la certification est payante. Pour être certifié, les entreprises passent un audit et pour être très transparente, comme il y a beaucoup de files d'attente, je préfère le dire, le processus, il prend 1 an en ce moment entre le moment où on soumet et où on va être et où la note finale va être vérifiée. Donc l'audit se fait principalement sur base documentaire et lors d'un call et dans certains cas sur audit physique. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il me semble que oui, c'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse claire et concise. Et enfin, pour terminer, donc je poserai la dernière question à Anne Heinz au sujet donc de la société, de la démarche société à mission. Une nouvelle question posée par Quentin Chola qui est que ce soit pour un label ou une entreprise à mission, quels moyens faut-il le mettre en œuvre? Quel budget? Quelles ressources? Un responsable RSE suffit-il ou faut-il faire appel à un cabinet? Quelle charge de travail cela représente-t-il? Ça se fait sur plusieurs semaines ou mois. Donc voilà, question très dense avec beaucoup de questionnements pratico-pratiques. Alors, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, ça dépend évidemment de sa maturité RSE. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont accompagnées maintenant dans leur démarche de société à mission pour les aider à réfléchir avec leurs parties prenantes sur leurs raisons d'être et sur leurs objectifs opérationnels. Donc voilà. Et après ça, en termes d'audit, il est possible en fait de faire un audit à blanc qui peut s'étaler un petit peu dans le temps et donc d'avoir, si on veut partir seul, d'avoir un retour qui se fasse au moment où voilà, on a déposé ses statuts et défini sa feuille de route. On peut demander déjà dès la première année à l'auditeur de venir faire un audit à blanc et de faire du coup des constats et des recommandations qui aident en fait à progresser. Et en termes de coût, l'audit correspond à peu près au minimum. On n'arrive pas à être en dessous. On a au minimum 3 jours d'intervention pour faire un audit. C'est toujours sous forme de… Il y a des interviews de parties prenantes, il y a des interviews du dirigeant, des interviews de la personne qui manage la mission, des personnes du comité de mission. Donc là aussi, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, du nombre de son objectif opérationnel, du fait si elle est déjà engagée, par exemple, dans des démarches de type Bicorp et Covadis, elle va avoir des éléments de RSE beaucoup plus structurés.
Et donc, elle va aller plus facilement sur la société à mission avec un investissement qui est moindre. Voilà. Mais je me tiens bien sûr à disposition de Quentin ou d'autres personnes s'ils souhaitent échanger sur leur cas particulier. Merci beaucoup Anne pour cette réponse. Et donc, je remercie une nouvelle fois l'ensemble des personnes qui nous ont suivis pour ce webinaire, à nos intervenants également pour leur temps précieux et leur présentation témoignage. Et vous aurez donc sur ces liens pour les participants et puis toute personne intéressée le replay de ce webinaire, le support également, et puis éventuellement aussi des questions, enfin des réponses aux questions qui seraient encore en attente. Merci beaucoup.